Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais faire le bilan mensuel de mes investissements en bourse. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ont découvert la chaîne récemment, c'est une série de vidéos que je fais au début de chaque mois dans laquelle je vous montre en détail mes comptes titres, les achats et les ventes d'actions que j'ai pu faire, si j'en ai fait pendant le mois, et aussi où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir, donc on regarde en fin de vidéo. Et donc c'est parti, commençons par regarder ce compte titre. Alors ma première position c'est Meta, donc j'ai mon petit screen ici pour voir l'évolution par rapport au mois dernier. Donc Meta, toujours ma première position de loin, j'avais 36 600 dessus, maintenant j'ai 42 500, c'est que de la plus-value. Et ça a bien explosé ce mois-ci, de 592 à 685. Et c'est d'ailleurs devenu ma première action qui a fait plus que x4 pour l'instant depuis que je l'ai. Donc ils ont aussi posté leurs résultats, ils ont posté des excellents résultats. Si on regarde vite fait, là sur le trimestre par rapport au même trimestre de l'année dernière, ils ont fait plus 21%, 21% de croissance du chiffre d'affaires, donc pour une boîte de cette taille, c'est énorme. Une boîte qui était soi-disant morte il y a 2 ans, en 2022. Et en même temps, leurs coûts ont augmenté de seulement 5%. Donc ça veut dire qu'il y a une amélioration des marges, si le revenu augmente plus que les coûts. Et donc on le voit ici avec la marge opérationnelle qui est passée de 41% à 48% sur le trimestre. Et puis même si on regarde sur l'année entière 2024, ils ont fait 22% de croissance, ce qui est fou. 8% de croissance seulement des coûts, et donc la marge est passée de 35% à 42%, la marge opérationnelle. Donc bien joué à Zuck. Et si on regarde d'autres métriques intéressantes rapidement, cette slide-là, elle montre bien à quel point ils ont bien réussi à rendre l'entreprise plus efficiente et à réduire les coûts. Parce que là, maintenant, le cost of revenue, donc le premier niveau de coût, il est passé de 26% au Q4 2022 à 21, 19, maintenant 18%. Les coûts de recherche et développement sont à 25%. Les coûts de marketing et sales, 7%. Et ce qui a le plus baissé, c'est les coûts généraux et administratifs, seulement 2%, qui ont été divisés par 5 depuis 2022. Et même au dernier trimestre, ils étaient à 5%. Donc ils ont bien géré de ce côté-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ça, donc c'est le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement sur l'ensemble des applis Meta, donc ce qu'ils appellent la family of apps, c'est-à-dire Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Et maintenant, chaque jour, il y a 3,35 milliards d'utilisateurs actifs, et c'est toujours en croissance, alors qu'ils ont quasiment la moitié de la population mondiale qui utilise au moins une de leurs applis chaque jour. Donc voilà, Meta, excellent résultat, je suis toujours content de l'avoir en portefeuille. J'en rachète pas parce que c'est déjà plus de 48% de ce portefeuille-là, mais si je prends en compte l'autre en tout, c'est à peu près 35% de mes investissements en bourse. Et puis aujourd'hui, Meta est quand même à 32 fois le free cash flow. Et j'en avais acheté en 2022 à 162 $. Donc pour l'instant, c'est toujours une position que je conserve, sur laquelle je ne réinvestis pas, mais que je ne vends pas non plus, puisque les fondamentaux continuent de s'améliorer. Donc voilà pour Meta. Ensuite, Fortinet, donc il n'a pas encore publié ses résultats, mais c'est pour la semaine prochaine. Fortinet qui a bien performé aussi ce mois-ci, qui est passé de 94,5 à 100 $, qui a fait d'ailleurs un plus haut historique dans les 102 $ pendant le mois. Et bon, il n'y a pas eu de nouvelles particulières, c'est juste qu'ils profitent de l'optimisme général qu'il y a en ce moment sur les marchés. C'est aussi une action que j'avais achetée il y a plusieurs mois maintenant, à des valorisations beaucoup plus intéressantes qu'aujourd'hui. C'était à peu près 25 fois le free cash flow, aujourd'hui on est dans les 40. Donc le prix a plus augmenté que les fondamentaux. Donc je n'en rajoute pas, mais je conserve. Ensuite Alibaba est passé devant Booking, ils n'ont pas encore publié leurs résultats non plus. Mais l'action est passée de 84 le mois dernier à 97, avec un petit passage vers les 102, 103. C'est une action que j'ai surtout parce que le niveau de valorisation était extrêmement faible. Ça permet aussi d'avoir au moins une bille dans la Chine, étant donné que le sentiment général est ultra optimiste sur les États-Unis et est ultra pessimiste sur la Chine. Et aujourd'hui, ça représente un pourcentage de mon portefeuille qui est plus correct par rapport au début. Donc voilà, je conserve aussi. On verra si en 2025, le sentiment général change sur la Chine. Dans une autre vidéo où j'avais parlé de ça, j'avais parlé du fait que, au niveau psychologique, les marchés boursiers, ça fait l'effet d'un pendule. On va souvent de l'extrême optimisme à l'extrême pessimisme. On est très rarement en plein milieu. Et donc je m'étais dit que c'était probable qu'on ait à un moment donné le sentiment qui s'inverse complètement sur la Chine et qu'on commence à avoir des discours du genre la Chine va dépasser les États-Unis ou je ne sais pas quoi. J'avais appelé ça la prédiction du pendule chinois. Donc bon, on verra si ça se produit. C'est évidemment à prendre avec des énormes pincettes. Mais ce qui est intéressant, ce qui est utile, c'est quand même cette histoire de psychologie qui va souvent d'un extrême à l'autre. Et évidemment, ça s'applique pas à toutes les actions, parce que les actions qui sont vraiment complètement pourries, elles restent souvent au fond du trou. Donc voilà, on verra ça.
En tout cas, je conserve Alibaba. Et ensuite, j'ai Booking, qui n'a pas publié de résultats non plus, qui n'a pas trop bougé, passé de 4970 à 4730. Voilà, rien de spécial à raconter sur Booking. Donc maintenant, on va regarder le deuxième compte titre, et juste après, on regardera où en est la performance de ce portefeuille. Et sur ce compte titre, ma première position, c'est Visa, donc dans laquelle j'avais investi vers mi-2024. Et qui a bien performé ce mois-ci aussi, un peu comme tout, donc de 316 à 340 $. Et qui a posté aussi des bons résultats assez prévisibles. Hein. Visa et Mastercard, on peut à peu près deviner ce qu'ils vont faire de trimestre en trimestre. Donc ils ont fait en croissance du chiffre d'affaires sur le trimestre. Ils ont fait, voilà, un peu comme d'habitude, plus 10% par rapport au Q1 de l'année précédente, donc au Q1 2024. Plus 10% de chiffre d'affaires, un petit peu plus du free cash flow, et encore un petit peu plus du free cash flow par action, puisqu'ils font des rachats d'actions. Donc c'est toujours un petit peu la même histoire, mais en tout cas, ils continuent sur la même tendance. Donc c'est parfait, c'est pour ça que j'en ai acheté. Et ensuite pour Medpace Holdings, Qualys et Booking, aucune n'a publié ses résultats encore ce trimestre, c'est pour la semaine prochaine ou celle d'après. Medpace, donc c'est une entreprise qui fait les essais cliniques pour les entreprises pharmaceutiques, qui avait été achetée récemment vers les 300 $ par plusieurs bons fonds. Il y a le fonds de François Rochon, il y a un fonds qui est le fonds Smithson, donc qui est lié à Fundsmith de Terry Smith, et d'autres. Ils ont des excellents fondamentaux, mais récemment, le multiple de valo s'était contracté, avait baissé, parce que il y a beaucoup de leurs clients qui sont des biotech, et en ce moment les biotech ont plus de mal à lever des fonds. Mais comme ça m'a l'air d'être un problème plutôt court terme, j'avais vu ça comme une opportunité, donc j'en avais acheté. Mais voilà, niveau qualité, c'est vraiment dans le top du top, des croissances supérieures à 20% annualisées, un ROCE qui est un des plus hauts que j'ai jamais vu, on est au-dessus des 50%. Pas de dette, ils rachètent des actions, et ils ont des bonnes marges, plus de 20% de marge de free cash flow. Donc voilà, pour Medpace, moi ça m'arrangerait que là, aux résultats qu'ils vont présenter, il y a encore un petit peu ils subissent encore un petit peu ces problèmes de financement des biotech. Ça pourrait être l'occasion d'en racheter s'il y avait encore un petit peu de pessimisme à ce moment-là. Donc on verra ça. Ensuite, Qualys, entreprise de cybersécurité, qui a reçu une proposition de rachat. Donc peut-être qu'on aura des nouvelles de ça lors des résultats qu'ils vont présenter. Et Booking, on a déjà vu dans l'autre portefeuille. Donc voilà, globalement, comme vous l'avez vu, j'ai fait ni achat ni vente ce mois-ci, comme le mois dernier et comme le mois encore avant. Donc là, ça fait 3 mois que j'ai pas acheté d'action. La raison, c'est qu'en ce moment, parmi toutes les entreprises qui sont dans ma watchlist, il n'y en a aucune qui, au niveau de valorisation, qui m'intéresse, qui donne suffisamment de marge de sécurité et en même temps suffisamment de potentiel de gain futur, quoi. Et là, toutes les actions que j'ai achetées dans mes comptes titres sont à des niveaux de valorisation qui sont plus élevés, bien plus élevés qu'au moment où je les avais achetées. Et aussi, en même temps, le niveau d'optimisme en ce moment est tellement élevé que la probabilité qu'à court moyen terme, je puisse retrouver des actions qui m'intéressent à des valorisations qui m'intéressent me paraît assez élevée. Donc je reste patient, et de toute façon, là, mes réserves de cash sont pas énormes du tout, hein, c'est même pas 10% de mes investissements en bourse. Donc voilà, et maintenant, allons voir où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. J'ai commencé à investir le 31 janvier 2022, et là je tourne cette vidéo le 2 février 2025. Ça fait donc 3 ans et 3 jours que j'ai commencé à investir, donc j'ai enfin fêté mes 3 ans d'investissement. Et donc les 3 ans pour ce compte titre, on va regarder à quelle performance ça a clôturé les 3 ans. Donc je mets les rendements annualisés en time weighted return, tout ça, et comparé au S&P. Donc sur 3 ans, le S&P a fait 10,84% par an, et ce compte titre a fait 30,17% par an. Donc c'est la première fois que je dépasse les 30% de performance annualisée, et là ça fait maintenant quasiment 20% de performance annualisée de différence par rapport au S&P, ce qui est assez fou. Là sur le mois de janvier, on voit ici la différence en performance sur le mois. Donc la barre bleue c'est mon compte titre, et la barre verte c'est le S&P. Et en performance cumulative, ça fait, sur 3 ans, le S&P a pris 36,3%, et ce compte titre a pris 120%. Donc ouais, ça fait 85 000 de valeur en ayant investi seulement 38 500. Donc je suis super content de où ça en est, et j'espère, je vais faire en sorte évidemment que ça continue, et que je maintienne un bon écart par rapport au S&P, et que je maintienne des bonnes performances. Et donc je suis curieux de voir où ça en sera au bout de 4 ans, donc dans 1 an. Et ça commence à montrer la différence que ça peut faire si on arrive à surperformer en choisissant ses actions par rapport à investir sur un ETF S&P 500. Parce que pour l'instant déjà, entre faire plus 36% et faire plus 120%, ça change quand même pas mal de choses.
mais ça fait que 3 ans, donc faut essayer d'imaginer la différence que ça fera au bout de 10 ans, 20 ans, parce que l'écart de plus-value va continuer à se creuser, en tout cas j'espère. Et pour ceux qui veulent utiliser Graham, donc le site que j'ai développé pour faire mes propres analyses d'action, vous avez le lien en description, donc vous aurez accès à cette page qui résume les principaux chiffres financiers de chaque entreprise. Aussi vous aurez accès aux documents financiers, donc bilan en trimestriel, annuel, compte de résultats, flux de trésorerie pour voir les chiffres en détail, un onglet transcript pour pouvoir lire des versions écrites des conférences call des entreprises, et donc voir le CEO s'exprimer, ce qui est utile pour vraiment comprendre les entreprises dans lesquelles on investit. L'onglet qualité aussi qui permet de voir d'un coup d'œil si l'entreprise a les caractéristiques d'une entreprise de qualité, donc des bons niveaux de croissance, des bons ratios de profitabilité, donc le ROCE, des bons niveaux de dette, que ce soit une entreprise qui ne dilue pas ses actionnaires, et des bons niveaux de marge. Et puis l'onglet valorisation, donc pour ne pas acheter les entreprises trop chères. Et aussi l'onglet super stocks, donc qui liste les actions qui remplissent les critères de qualité. L'onglet super investors qui liste les portefeuilles des meilleurs investisseurs qui battent le marché, donc que j'ai sélectionné, qui permet de voir pour chacun leur portefeuille. Donc par exemple ici celui de Bill Ackman. Et puis l'onglet watchlist et en bonus la communauté privée. Et bien vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!